Oh, c'est très clair. C'est très clair. Donc, merci pour l'introduction, c'est bien gentil. Je vais essayer de ne pas m'accoter. Vous me permettez une petite respiration, ça va un peu en lien avec ce que Julie nous a présenté il y a quelques minutes. Je suis ici parce que c'est vraiment une passion intrinsèque pour moi et ça m'apporte certainement un petit stress, mais je suis très, très, très contente d'être ici, donc merci de me recevoir. On va plonger tout de suite dans le sujet des accidents de travail. Je veux juste m'assurer que je ne peux pas m'enfarger. On va plonger tout de suite dans le sujet. Je ne m'attendais pas au setup un peu comme ça. Donc, il y a certainement des questions que je vais vous poser. Je vais vous demander soit de répondre de vive voix de où est-ce que vous êtes, soit déplacez-vous au micro ou prenez-le en note si vous ne voulez pas partager. Ce n'est pas nécessaire. C'est sûr que ça m'aide si vous partagez. Okay? On est prêt? Donc, je vais passer la première slide puisqu'Alain a bien fait la belle job de me présenter. On skip tout de suite la première et on va passer tout de suite au premier exercice. Okay? Donc, là, on commence à être tard dans l'après-midi. C'est la deuxième journée, on commence peut-être à être un petit peu fatigué. On va se plonger tout de suite avec un exercice. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. Okay? C'est un accident qu'on a eu réellement à l'entreprise où est-ce que je travaillais, puis je viens de changer d'emploi. Donc, c'est un réel exercice. Ce que je vais vous demander, c'est de noter ou de partager tout de suite quel est votre premier instinct par rapport à cet accident-là. Okay? Je vais vous donner un peu le background. La travailleuse s'est blessée à l'œil droit. Elle est tombée de sa chaise en travaillant au microscope. Elle doit travailler à ces microscopes-là pendant 8 heures par jour à peu près. Elle souffre d'une contusion à l'œil droit. L'information supplémentaire qu'on a eue pendant la déclaration de l'accident, c'est que la travailleuse a 52 ans. Ça fait quand même quelques temps qu'elle se plaint de douleurs aux genoux, de douleurs au dos. Et ce qu'on ne voit pas sur la photo, désolé, j'avais des morceaux qu'il fallait que j'enlève pour la confidentialité. Là. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que la chaise a 5 pattes avec des roulettes. C'est une chaise ergonomique avec plusieurs ajustements. Okay? Donc, je vous donne quelques secondes, avec l'information que je vous ai donnée, d'aller noter ou partager avec le groupe qu'est-ce que vous pensez la cause de cet accident-là, votre premier instinct. On ne réfléchit pas plus que ça. Allez-y, qui voudrait répondre? Parfait, vous laisse repositionner dans sa chaise. Quoi d'autre qu'on a comme premier instinct, monsieur? Pas de lunettes de sécurité. OK, parfait. Quoi d'autre? Ajuster le microscope. Parfait. Donc, tous des items qui pourraient être la cause de notre accident. OK? Donc, on garde ça en tête. On va plonger dans un petit peu plus de détails, puis on va revenir à la réponse réelle de cet accident-là. Okay? Je ne vous dis pas si vous avez raison ou tort, mais on va y revenir. Donc, quand on commence à parler de gestion des accidents, l'investigation, les techniques, ainsi de suite, on commence par quoi? On commence par quoi? On commence par qu'est-ce qu'on investigue. Et là, je vais vous le dire, certainement, il y a des gens qui ne vont pas être en accord avec ce que je vais vous donner comme statement. Je vais le dire pareil, parce que c'est moi qui ai le micro, puis vous ne pouvez pas vous assiner. Mais on commence avec quoi? Certains diront, on investigue tout. Hein, on investigue les quasi-accidents, les premiers soins, les near-miss, les ci, les ça. On investigue tout, parce qu'on est une machine à tout faire. Et si on n'investiguait pas, mon Dieu, c'est dur à dire, si on ne faisait pas l'investigation sur un quasi-accident, puis que dans 2 semaines, ça devenait un vrai accident, on s'en voudrait. La réalité, c'est qu'on n'est pas capable de tout faire. Okay? Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ne seront pas en accord, c'est investiguer ce que votre entreprise vous permet de faire. Allez-y avec la culture de votre entreprise. Je sais que Lucie et moi, on en a parlé beaucoup de la culture depuis que je suis arrivée. Allez-y avec ce qui est logique chez vous. Okay? Moi, j'ai fait 8 ans dans une entreprise de semi-conducteurs qui est hautement dangereuse. Et au bout des 8 ans, à quelques mois de mon départ, on commençait tout juste à investiguer les quasi-accidents. Certains diront, « Oh my God, Nathalie, c'est pas normal ça. » C'est ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on est passé de 20 quelques accidents enregistrables, puis on a diminué. À un moment donné, on a dit, OK, on est capable de commencer à investiguer les premiers soins, on s'est rajouté ça. Puis là, on est passé de 30 premiers soins, on a diminué, ainsi de suite, puis on a rajouté les quasi-accidents. Okay? Donc oui, dans un univers parfait de licorne et de paillettes, on investigue tout. La réalité, c'est allez-y avec ce qui est logique chez vous. Ceci étant dit, je ne vous dis pas de ne pas investiguer les quasi-accidents. S'il y en a un qui est substantiel, puis que vous le voyez qui est un bris de procédure, puis que vous le voyez qui va vous amener à autre chose, investiguez-le, s'il vous plaît, allez-y. Mais allez-y avec ce qui est logique. Et notez, inscrivez les quasi-accidents, comptabilisez-les. Peut-être qu'en les comptabilisant, voyons, j'aurais dû prendre un café.
En notant les premiers soins, on va peut-être voir qu'en fin de compte, il y a une tendance. Bon, mais peut-être qu'on ne les investiguerait pas normalement, mais là, comme il y a une tendance, on va dire, OK, celui-là, on l'accroche, on le prend, on démarre. OK? Donc, bâtissez-vous cette structure-là, ce data-là, pour aller justement choisir qu'est-ce que vous investiguez puis qu'est-ce que vous ne creusez pas. À partir de là, la distinction qu'on doit faire, c'est entre l'enquête et l'analyse, quelle est cette distinction-là? Pourquoi on va aller faire une séparation entre les deux éléments? Donc, l'enquête, c'est la recherche de qu'est-ce qui s'est passé rapidement, qu'est-ce qui s'est passé, comment on s'est fait mal, qu'est-ce qui est arrivé. On va aller collecter un petit peu les faits et on va se faire une première impression de qu'est-ce qu'on pense qui a causé l'accident. Où est-ce que je veux vous amener? C'est dans l'analyse. Mais là, c'est la démarche qui consiste à aller vraiment creuser les faits. On va aller prendre des photos, on va se déplacer sur le plancher où est-ce que le travailleur s'est blessé. On va aller essayer de déterminer la cause racine. On va passer de qu'est-ce qui est arrivé à pourquoi c'est arrivé. Okay? Donc, différents événements vont amener différentes investigations. Ça se peut que chez vous, vous investiguez les premiers soins, vous remplissez le rapport d'accident, on se pose 2-3 questions, c'est simple, on passe à autre chose. Dans un cas où est-ce que vous avez un dossier qui est un petit peu plus difficile ou qui est un petit peu plus lourd, ou finalement que c'est une tendance de premiers soins qui se répète, bien là, allez-y dans l'investigation, allez-y dans l'analyse pour aller vraiment creuser de plus en plus qu'est-ce qu'on peut faire ressortir pour plus que le problème se répète. Okay? Donc, ce qu'on cherche, c'est... Pardon. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche à faire la distinction entre juste l'enquête et juste l'analyse? C'est pour vraiment passer d'une action simple et isolée à une solution qui est systémique. Okay? C'est une solution qu'on va être capable de mettre à la grandeur de l'entreprise. Donc, quand on se tient à notre premier instinct, on va peut-être aller régler, avec un plan de contingence, on va aller régler le premier problème. On ne va pas aller creuser puis régler le même problème à 2, puis 3, puis 4 stations. Okay? Donc, ce qu'on a fait chez nous, à notre entreprise, pour se donner cette possibilité de séparer l'enquête et l'analyse, c'est qu'on a séparé notre document. C'est aussi simple que ça. Donc, on s'est bâti un document pour la collecte des données avec le secouriste. Okay? Donc, on prend ce document-là, puis on remplit la première section avec le secouriste. Puis, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre votre document d'accident, prendre votre document que vous avez dans votre entreprise et simplifiez-le. Enlevez là, les 15 millions de boîtes à cocher, le siège de la lésion, le ci, le ça. Diminuez cette information-là pour que les gens qui remplissent le document pour vous, les secouristes, pour qu'il y ait une tâche facile. Ils savent qu'ils doivent noter où est-ce que ça s'est passé. Ils savent qu'ils doivent noter si la personne portait les EPI ou pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir 459 000 cases. Donc, simplifiez ça le plus possible. Et nous, ce qu'on a fait, on le voit dans le bas du document, on demande au secouriste qui remplit le document de noter qui était le superviseur sur le site à ce moment-là, au moment de la blessure. Chez nous, on roule 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. C'est important pour nous de savoir qui était là. Qui pourrait, après coup, nous donner un petit peu de feedback sur l'état de l'entreprise à cette journée-là? Est-ce qu'il pleuvait dehors? Est-ce que ça aurait contribué à la blessure, ainsi de suite? Okay? Donc, collecte de données à ce moment-là. Et là, on a toutes nos données en main. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher la cause racine. Right? C'est la partie la plus fun de la gestion des accidents, c'est aller chercher la cause racine. Comment on va faire ça? Bien, on va se mettre en groupe, puis on va commencer à faire le rapport d'incident, le rapport d'investigation. Donc, qui fait ça? Qui, dans votre entreprise, creuse les investigations d'accidents? Allez-y, je vous écoute. Le gestionnaire de santé et sécurité, j'ai entendu le comité SST. Qui d'autre? Qui d'autre on a besoin dans l'investigation d'accidents? La personne à qui c'est arrivé? Est-ce que le superviseur de l'employé a besoin d'être là? Je vois des oui. Oui. Allez chercher le superviseur. Pourquoi? Pour le sensibiliser à la situation, pour la visibilité. Allez chercher votre représentant syndical. S'il ne fait pas partie de votre comité, allez chercher cette personne-là. Allez chercher le secouriste, si la personne peut aider à l'investigation. Allez chercher des gens qui vont vous aider à sortir le plus d'informations possible pour pas que ce soit juste moi dans mon bureau qui a dit « ben oui, elle n'a pas mis ses lunettes de sécurité, fait qu'elle s'est fait mal à l'œil. » Je te prends comme exemple, parce que je me rappelle qu'est-ce que tu as dit. Okay? Donc, allez chercher du support pour aller faire ces tâches-là, pour ne pas être uniquement vous, puis pour pas que les employés reviennent et disent « ben oui, mais tu sais, c'est Nathalie dans son bureau qui a dit que c'était l'employé le problème. Okay? » Donnez-vous de l'aide. Ensuite, on prend les présences. On demande aux gens vraiment là, de noter là, qu'ils étaient présents à la rencontre. Parce que dans 2 ans, si on se retrouve au tribunal administratif, on veut savoir qui était là. Il faut qu'on s'en rappelle. Et ensuite, je vous encourage à redemander au travailleur sa déclaration d'accident.
Demandez-lui là, à un moment plus calme. On n'est pas dans le stress de la blessure, il y a du sang qui sort de partout. On lui demande là, calmement d'écrire sa déclaration. Pourquoi? Parce qu'elle va nous donner plus d'informations. Là, elle est plus calme. Là, on va être capable d'aller sonder puis chercher, en fin de compte. Lucie ne s'entend pas bien avec Pierrette. C'est Pierrette qui l'a stressée. Finalement, elle a brisé son... Bon, on va être capable d'aller chercher plus d'informations. Okay? Et ensuite, on tombe dans, nous, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le 5 pourquoi. Okay? Donc, à main levée, qui a déjà fait des 5 pourquoi? Oh my God, OK, bien, on va canceller la formation. Mais on va s'amuser à le faire quand même. Okay? Donc, on sort les 5 pourquoi, et ensuite, on passe à sortir des actions correctives. Et tout au bas de notre document, on prend la signature des gens qui étaient présents. Donc, pourquoi on fait ça? Puis je vous encourage à le faire. Ce n'était pas pratique courante chez nous de faire ça. Et on a commencé à le faire dans les dernières 2 années, parce qu'on voulait que le travailleur et les superviseurs, les gens qui étaient là, ne puissent pas dire « ben non, c'est pas ça que j'ai dit » ou « je ne m'en rappelle pas » ou on se rend au tribunal, puis le superviseur dit « non, c'était pas vraiment ça que j'avais dit, c'était pas ça qu'on s'était entendu. » Ah ben oui, mais là, on a ta signature sur le document. Là, on le sait que tu étais là. C'est dur d'aller à l'encontre d'un document comme ça. Okay? Donc, ça, c'est un document que je vais pouvoir vous partager. Si jamais il y en a qui le veulent, trouvez-moi sur LinkedIn, je vais vous le partager. Mais c'est comme ça qu'on démarre notre travail chez nous pour investiguer l'accident puis vraiment le creuser. Là, on est rendu à la partie le fun. On va faire le 5 pourquoi pour vraiment creuser, creuser pour trouver la cause racine, pour justement ne pas se retrouver avec notre premier instinct. Peut-être que notre premier instinct est bon, je vous le souhaite. Peut-être que non, on va le creuser. Donc, si on le fait ensemble, OK? La première partie du 5 pourquoi, c'est de trouver notre problème. Right? On doit, dans notre document, écrire quel est notre problème. Donc, je vous en propose 2 parce que notre exemple est un petit peu particulier. Le premier problème, c'est l'employé a une contusion à l'œil ou l'employé tombe en bas de sa chaise. Lequel on prend? Le A. Merci. C'est monsieur ici qui a répondu. On prend le A. On prend le A. Plus souvent qu'autrement, le problème qu'on doit régler, c'est la blessure de l'employé. L'employé a une contusion à l'œil. Donc, on prend ça. J'ai une misère avec mon clicker. OK. Donc là, on va creuser, on va travailler avec un petit exemple un peu banal. Quel est notre premier pourquoi? Donc, notre problème, l'employé a une contusion à l'œil droit. Pourquoi? Parce qu'elle tombe en bas de sa chaise. OK. Ensuite, pourquoi? Pourquoi elle tombe en bas de sa chaise? Elle n'était pas bien ajustée. La chaise est brisée. Ça peut être un paquet de choses, d'où l'importance d'avoir été sur les lieux de travail, de prendre des photos, de regarder ce qui se passe. Dans notre cas, parce que l'employé a activé la gâchette d'ergonomie là, sur sa chaise. Là, nos chaises, ils peuvent balancer comme ça. Elle a mis son pied en arrière, elle a activé la gâchette. OK. Pourquoi? Pourquoi elle a activé la gâchette? Elle était mal assise. Elle était assise un peu tout croche, elle était mal assise, elle a mis ses pieds à la mauvaise place. Là, je veux que vous imaginez là, les chaises avec 5 pattes, avec une gâchette pour monter, une gâchette pour descendre. Elle a mis son pied comme ça en arrière. Bon, belle démonstration, en arrière. Elle a activé la gâchette, la chaise a basculé par en avant. Donc, elle était mal assise. Pourquoi elle était mal assise? Est-ce qu'on va vraiment aller gérer un accident ou est-ce que l'employé est mal assise? Je vous confirme que oui. Pourquoi elle était mal assise? Parfait. Quoi d'autre? Mal de dos. On en a parlé tantôt. Elle avait déjà des maux de dos qu'elle rapportait. Elle ne touchait pas à terre. Je ne vois pas c'est qui l'a dit, parce que merci beaucoup. Dans notre cas, parce que elle plaçait ses pieds, je vous l'ai donné tantôt, elle plaçait ses pieds en hypertension. Okay? C'est quand même une madame qui fait 5 pieds 2, très, très, très grande de son 5 pieds 2, comme moi. Okay? Elle avait besoin de s'ajuster un petit peu sur sa chaise. Pourquoi elle mettait ses pieds en extension? Parce qu'elle sentait le besoin là, de se soulever vers le microscope. Okay? Elle était assise, on l'imagine comme ça devant son microscope, et comme elle était très grande de son 5 pieds 2, elle avait l'impression qu'elle devait se soulever pour que ses yeux arrivent à la bonne place. Okay? Est-ce que ça pourrait expliquer autre chose dans le scénario de la madame qu'on avait? Est-ce que ça pourrait expliquer ses maux de dos qu'elle avait? Merci Geneviève, c'est ses maux de genoux aussi qu'elle avait. Hein? On s'en rappelle, elle disait qu'elle avait mal aux genoux au début. Finalement, on réalise qu'elle était assise les genoux par en arrière. Donc, pourquoi elle pensait qu'elle devait se soulever pour mettre les yeux à la bonne place sur les oculaires, comme
on sait très bien qu'on a investi beaucoup, beaucoup d'argent en ergonomie, puis on avait des oculaires ajustables. Pourquoi elle aurait fait ça? Pardon? Est-ce qu'elle a eu la formation? Bon, dans le cas échéant, elle l'avait eu, mais c'est un très bon point. Est-ce qu'elle a eu la formation? Donc, normalement, là, quand on regarde notre 5 pourquoi, on est rendu à 5. Est-ce qu'on trouve qu'on a trouvé la cause racine avec notre 5? Est-ce qu'on est confiant que la réponse, parce qu'il fallait qu'elle se soulève, ça nous amène à régler notre problème? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ça nous amène à notre 6e pourquoi. OK? Donc, pourquoi elle devait se lever? Parce qu'elle voulait ajuster les oculaires. Mais elle ne voulait pas ajuster les oculaires. Pourquoi? On a investi beaucoup d'argent en ergonomie, on a un beau setup, puis on ne veut pas bouger les oculaires. Ça se peut-tu? Pourquoi? Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle pouvait. Elle savait qu'il était ajustable, Oui. elle voulait pas les Elle savait que c'était ajustable parce qu'elle a suivi la formation, puis elle ne voulait pas ajuster les oculaires. Pourquoi? Pour ne pas défaire ceux de sa consoeur. Parce qu'elle ne voulait pas déplacer les outils des autres. Merci, c'était une bonne réponse. C'est incroyable, parce que la culture de l'entreprise, c'était on achète des équipements ergonomiques, on investit sur les gens, on leur donne les options, on ne veut pas qu'ils se blessent, on ne veut pas devoir faire des 5 pourquoi, on ne veut pas se rajouter du travail. Mais là, l'employé, à cause du moral d'équipe, ne voulait pas déplacer les oculaires. Donc, elle s'est blessée pour ne pas défaire ça. C'est ça la cause racine dans notre cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On tombe dans les actions correctives. On bâtit notre liste d'actions correctives, notre liste d'actions préventives, dépendamment de ce que votre entreprise a besoin. On partage les actions avec le comité, on fait les suivis dans 30 jours, blablabla, toutes les bonnes choses. Mais qu'est-ce qui manque dans ma liste? C'est quoi le dernier morceau? Qu'est-ce qu'on doit faire avec toutes ces actions correctives-là qu'on a collectées? Quelqu'un se lance? Un rapport? Quoi d'autre? On a plein d'actions correctives qu'on a mises en place. On veut se taper sur l'épaule, on a fait plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces bonnes choses-là qu'on a notées? Excellent. On les priorise, on met un responsable, on met une date d'échéance. Imaginons qu'on a toutes complété ces belles actions-là. On les communique. Cliquez. On les met dans nos analyses de risque. Okay? C'est ça le morceau final. Comment qu'on passe de notre première impulsion, notre première idée à des actions qui sont systémiques, qui deviennent la prévention pour d'autres stations? C'est en les mettant dans nos actions correctives. C'est à ce moment, dans nos actions correctives, dans notre analyse de risque. C'est à ce moment-là qu'on va être capable de voir que le microscope A, où travaillait Pierrette, bien, peut-être que cette problématique-là, on la vit à d'autres stations. En la prenant dans nos analyses de risque, on sort tous les équipements qui ont la même situation, la même problématique potentielle, puis on va faire les correctifs là. Les correctifs qu'on fait suite à un accident, ils sont très, très, très importants pour la station où on les a faites, où on les a gérées, mais elle peut être très, très, très importante pour toutes nos autres stations. Okay? Que vous travaillez sur une ligne de montage où est-ce que c'est standardisé, ou si vous travaillez comme où est-ce que moi j'étais, où est-ce que chaque station est presque différente, la majorité des actions correctives que vous allez sortir vont être applicables à plus qu'une station. Utilisez vos analyses de risque pour faire ça. Vos analyses de risque ne devraient pas être dans un fichier Excel rangé dans l'ordinateur du gestionnaire de santé et sécurité, puis on les ressort une fois par année parce que là, il y a un auditeur qui s'en vient, il faut les regarder, il faut les mettre à jour. Utilisez vos analyses de risque, pour le visuel des employés. Vous avez eu un accident, vous avez mis des actions correctives, utilisez vos analyses de risque qui devraient être visibles à vos employés pour leur montrer qu'est-ce que vous avez fait. Aussi, c'est bon pour vos auditeurs, puis vos auditeurs ISO, tout ça, oui, absolument. Mais utilisez-les comme un outil pour partager l'information à vos opérateurs, à vos gens de plancher qui sont là à tous les jours. Donc, les analyses de risque sont très, très, très importantes. Nous, ce qu'on a été en mesure de faire au bout de quelques années, parce qu'au début, c'était 72 fichiers Excel, je vous le dis. À la fin, on avait un mécanisme dans notre système de ERP. Le travailleur arrivait à sa station, le cas échéant WS 303. Pour ouvrir sa station, pour commencer à travailler, la première chose qu'il voyait, c'était l'analyse de risque. Puis chaque item, fait que là, j'ai mis un exemple fictif. Okay? La première analyse, l'analyse 0, okay, la ligne 0, notre analyse était à 9. On a eu un accident, donc on l'a noté dans les notes. On a eu un incident, on a augmenté notre probabilité d'accident.
parce que là, c'était réel, c'est arrivé. On ne peut pas avoir une probabilité basse, on a une probabilité plus élevée parce que c'est réel. Donc, notre chiffre est monté à 36. À 36, chez nous, pas le choix d'avoir un plan d'action. Évidemment, on a un accident, on a des actions correctives qui s'en viennent, on les met à jour, on les corrige, on les fait. On a tout réglé. Donc, on peut diminuer notre chiffre. Est-ce qu'on le diminue au complet? Est-ce qu'on revient à 9? Qui a dit non? Pourquoi on ne remet pas à 9? Pourquoi on ne revient pas jusqu'en bas? Je ne suis pas fine, hein? Je te mets sur le spot. Je vais t'aider. Parce que c'est un risque acceptable, parce qu'on a déjà eu un événement. Donc ça dépend un peu de votre politique d'entreprise. Chez nous, parce qu'on est ISO 14001, 45001 et 9001, on diminue le risque parce qu'on a diminué, on a mis des actions correctives. On a aidé notre risque. Mais on ne peut pas le diminuer complètement bas comme il était parce qu'on a réellement eu un accident. Dans 12 mois, parce que c'est ça dans notre politique, si on n'a pas eu un autre accident, on va être capable de se dire « Hey, good job, gang! On n'a pas eu d'autres accidents. On a bien mis nos actions, puis nos actions ont répondu aux besoins, on va diminuer notre chiffre. » Mais on se donne cette latitude d'un an pour aller vraiment creuser puis se dire « Oui, ça a fait la job, ça a fonctionné ou pas. » Ça va jusqu'à là? OK. C'est quoi la prochaine page? L'autre méthode, si vous préférez, à la place du 5 pourquoi, vous pouvez utiliser le fishbone. Fait que si on prend le même exemple, vous avez déjà utilisé avec un fishbone? Oui? Oui? Non? Oui? OK. Nous, on l'utilise un petit peu moins. On a plus tendance à utiliser le 5 pourquoi, mais si on faisait le fishbone ensemble, c'est vraiment l'objectif d'aller brainstormer toutes les idées ou toute l'information qu'on a par rapport à la situation, que ce soit la main-d'œuvre, la méthode, l'environnement, ainsi de suite. Donc, si on faisait la même affaire avec notre cas, on mettrait dans main-d'œuvre que c'est une zone de travail qui est partagée, qu'il y a multiples corps de travail. Dans les méthodes, c'est la formation. Est-ce qu'elle avait eu sa formation? Est-ce qu'elle savait comment s'installer? Est-ce qu'elle était capable de faire les ajustements manuels de son équipement? Dans le matériel, bon, le microscope, la chaise, s'il y avait d'autres éléments, on le noterait là. La matière, on n'avait rien. Le moral qui est difficile. Quand je vous ai dit d'inviter le superviseur puis inviter les gens dans la section de travail, c'est pour aller chercher cette information-là. Est-ce que le moral est bon? Est-ce que le partage entre les employés se fait bien? Les connaissances des douleurs qu'on savait d'avant, on le note aussi. Les coûts des oculaires, le coût des chaises, on note tout ça. Okay? On fait un gros brainstorm, puis après ça, on creuse pour voir qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui ressort chez nous dans ce dossier-là. Et nécessairement, là, la formation, le partage entre les employés, la connaissance des douleurs, c'est les items qui ressortent. Et avec ça, on peut aller un petit peu plus vers les actions correctives. Okay? Une autre méthode que je vous propose, dans des cas où est-ce que c'est vraiment un accident qui est beaucoup plus substantiel, qui a vraiment plusieurs facteurs qui tombent en ligne de compte ou qui aurait pu être malheureusement un accident mortel, une amputation, quelque chose qui est vraiment un petit peu plus majeur, je vous encourage à aller vers une méthode de 8D. Si vous avez un département de qualité dans votre usine, allez vers ce département-là pour vous supporter. Le 8D nous permet vraiment d'aller chercher étape par étape, on forme une équipe, on forme un groupe de travail. Au-delà de ce qu'on aurait pris normalement pour une investigation d'accident, on va aller chercher peut-être des experts dans la matière qui sont dans d'autres départements. Fait que faites une étendue du groupe d'investigation habituel. On caractérise le problème, on définit les actions pour aller sécuriser rapidement l'événement. Okay? Donc, le plan de contingence, on sécurise rapidement. Et ensuite, on continue les étapes du D4, D5, D6 pour aller déterminer la cause racine. Avec le fishbone, avec le 5 pourquoi, on va aller creuser ça. On va aller trouver qu'est-ce qu'on veut régler. On va élaborer les actions correctives. On va aller les mettre en place. Et après ça, le D6, chose qu'on ne voyait pas vraiment dans le fishbone ou dans le 5 pourquoi, c'est qu'on va aller valider l'efficacité. C'est un élément très important. Puis, c'est des choses que la CNESST, le tribunal va vous demander. Comment vous avez validé ça? Si vous êtes ISO 45001, comment vous avez validé que ce que vous avez mis en place, ça fonctionne, puis que ce n'est pas juste des licornes ou des paillettes, puis c'est juste beau? Okay? Ensuite, mettre en place les actions préventives. Parfait, on continue dans cette même lignée-là. Et finalement, on célèbre la victoire à la fin. Okay? Célébrer les bons coups, célébrer le positif, c'est important. Pas quelque chose qu'on fait très, très bien en santé et sécurité. On passe tout de suite un feu à un autre feu, ainsi de suite. Dans la gestion d'accidents, c'est un après l'autre, let's go, on y va. Prenez le temps de célébrer ces victoires-là avec les gens qui ont travaillé sur le dossier, puis prenez le temps de broadcaster, ça se dit-tu? Ça ne se dit pas vraiment en français, mais prenez le temps de partager tout ce que vous avez fait avec l'usine, mettez-le sur votre babillard. Il faudrait arrêter jusqu'à un certain point de focusser sur la blessure comme telle, focusser sur qu'est-ce qu'on a fait pour régler la blessure, focusser sur le positif qui ressort. Okay? Donc, on célèbre la victoire, on fête le moment. Est-ce qu'on a le temps? 17 minutes, parfait. L'extra, je vous montre un autre accident, je n'ai pas de photo,
mais on va faire le 5 pourquoi, on va essayer de le faire ensemble. C'est bon pour tout le monde? OK, donc je vous explique. L'exemple numéro 2, c'est un cariste, faisait sa tâche normale à son corps de travail normal. La tâche, c'est de vider son bac de déchets qu'il transporte avec son chariot élévateur. Il doit se rendre avec son chariot élévateur, il y a un bac dans les fourches, il y a plein de papier d'aluminium de notre imprimerie dedans. Il doit se rendre à destination, il doit vider son bac à déchets. Donc, le cariste, ce qui arrive, l'événement comme tel, il fait un freinage d'urgence. Okay? Donc, le cariste a ressenti un choc nerveux parce qu'il a fait un freinage d'urgence pendant qu'il vidait son bac, parce qu'il a entendu quelqu'un crier dans le compacteur. Donc, le compacteur, là, juste pour que tout le monde soit au courant, le cariste va aller domper son matériel dedans et à chaque X temps, le compacteur va s'activer puis il va aller le matériel pour faire des petites palettes d'aluminium bien minces. Je ne sais pas à quelle pression le compacteur compacte, mais c'est très fort. Okay? Donc, le cariste jette son stock. Il y a quelqu'un qui crie « Hey, je suis là », avec quelques mots un peu plus intenses que les miens. Et là, le cariste a eu un choc nerveux parce qu'il pensait qu'il s'en allait écraser quelqu'un. OK? Donc, quel est le problème? Quel est le problème qu'on doit aller travailler? Quel est le problème à noter pour aller creuser la cause racine? C'est quoi qu'on cherche? Ah, pourquoi le monsieur était dans le compacteur? Est-ce que c'est ça le problème qu'on essaye de régler? J'ai deux personnes qui font non ici de la tête. Quel est le problème? C'est la blessure ou la potentielle blessure. Donc, le problème qu'on essaie de catégoriser, c'est le cariste a eu un choc nerveux. D'accord? Ça va jusqu'à là? Oui. Donc, le cariste a eu un choc nerveux. Si on essayait de faire un 5 pourquoi, on commence avec ça. Le cariste a eu un choc nerveux. Ouh, il y a trop de... Oh, bon Dieu. Ben, merci, c'est fini. Non, attends, on peut revenir, hein? On peut revenir. Je suis sûre que le gentil monsieur en arrière va m'aider à revenir à où est-ce que j'étais supposée d'être. Mais il dit oui de la tête. On va quand même continuer pendant ce temps-là. Donc, le cariste a eu un choc nerveux, c'est notre problème. Pourquoi le cariste a eu un choc nerveux? Monsieur, tantôt avec le chandail rouge, vous aviez la bonne réponse? OK. Parce qu'il y avait un monsieur qui était dans le compacteur, pour ça qu'il y a eu un choc nerveux. On a skippé un. Le cariste a eu un choc nerveux parce qu'il a fait un freinage d'urgence. Pourquoi il a fait un freinage d'urgence? Parce qu'il a entendu quelqu'un crier dans le compacteur. Pourquoi il a entendu quelqu'un crier dans le compacteur? Parce qu'il ne savait pas qu'il était là. On va pousser la note un petit peu plus loin. Pour rentrer, là, c'est sûr que vous n'avez pas le visuel, okay? Mais pour rentrer avec son chariot élévateur, il y a une porte qui doit être ouverte. Il est rentré. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte. Okay? Pourquoi la porte était ouverte? Parce qu'il y avait quelqu'un dedans. Quoi d'autre? Parce qu'il n'y avait pas d'interlock sur la porte. Il y a un problème avec l'interlock. On en a parlé tantôt de sécurité machine, de bypasser les interlocks et ainsi de suite. Dans notre cas, c'est ça qui est arrivé. Donc, le cariste, on commence avec le problème. Merci beaucoup, monsieur, c'est très gentil. Parce qu'il pensait avoir blessé quelqu'un dans le compacteur. Imaginez le choc du cariste. Okay? Parce qu'il a entendu un cri venant du compacteur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un contracteur qui travaillait dedans. Pourquoi? Il n'y avait pas d'indication visuelle, pas de lumière, pas d'alarme, pas rien qui dit au cariste « Hey, cariste, tu ne peux pas rentrer là. Il y a quelqu'un dans le compacteur. » Pourquoi? Parce que la porte d'accès était restée ouverte sur le pont de débarquement. Pas d'interlock, pas de lumière, pas rien. C'est comme Club Med. Rien qui se passe, là, autre que la fête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interlock, pas de signe visuel. Okay? Donc, c'est un accident qui s'est réellement passé. Ça fait 3 semaines que je suis à cette nouvelle entreprise. Semaine 2, c'est un presque accident qui s'est passé chez nous. Okay? Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Mais l'importance de creuser ces investigations-là. Quand le superviseur il a reçu ce document-là, il s'est fié à sa première impression. Bon, le gars qui était dans le compacteur, il n'a pas fait son cadenassage, il n'a pas avisé les gens qui étaient là. Le problème pour le superviseur à ce moment-là, puis no fault of his own, c'est pas sa faute, il n'y a pas de méchanceté derrière ça. Mais sa première impression, c'était, bien, le contracteur, Pierre-Paul Jacques, qui vient travailler chez nous, il n'a pas fait sa job comme il faut. Mais la réalité, là, si on creuse l'investigation, puis c'est ce que j'ai demandé de faire, le problème, là, il venait de chez nous. Okay? Il venait de notre propre
problématique, du fait qu'on n'avait pas d'interloc, pas de visuel, et ainsi de suite. OK? Donc, prenez le temps de creuser les investigations pour ne pas vous fier uniquement au premier instinct. Right? On l'a vu tantôt avec la fille qui est tombée en bas de sa chaise. Notre premier instinct, c'est la chaise est brisée, elle n'a pas ses lunettes, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. En réalité, c'est un problème de comportement, un problème d'esprit d'équipe. OK? Donc, creusez les dossiers le plus possible pour trouver justement cette cause racine-là pour vraiment être capable d'aller régler le problème. Et si je ne me trompe pas, puisque vous avez vu la dernière slide, c'est la slide de merci. Il nous reste quand même une bonne dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions, des items que vous voudriez qu'on discute un petit peu plus? Soyez bien à l'aise. Oui, nous, ce qu'on fait, merci, c'est une bonne question. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Là, la question, c'est sur l'efficacité des actions correctives, des actions préventives. Comment on revient sur ces actions-là pour confirmer qu'elles sont vraiment fonctionnelles, que ça fait la job. C'est bien ça? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la révision après un accident pour lequel on a mis des actions correctives. On va faire une rencontre post-accident. Donc, à l'intérieur des 30 jours, généralement, on va faire une rencontre pour voir le statut des actions. Est-ce qu'elles sont toutes fermées? Puis, on va faire une rencontre avec le travailleur blessé pour dire, bien là, ça fait X temps qu'on a mis les actions correctives en place. Comment ça se passe? Ah, ça va bien. En fin de compte, il manque ci, il manque ça. Peut-être qu'on en rajoute ou peut-être qu'on close le dossier. Mais on ne veut pas arrêter là. Étant donné qu'on était ISO et que nos auditeurs étaient très, très, très stricts, puis qu'on a une multitude de stations similaires, lors du Management Review, on repasse au travers de ces actions-là et chaque gestionnaire de département doit prendre ses actions, son analyse de risque, ressortir ceux qui ont eu un incident puis aller faire une vérification. Fait qu'on les suit quand même beaucoup. C'est une grosse charge de travail, oui, mais en le faisant comme ça nous a vraiment aidé à diminuer la quantité d'accidents qu'on a eus parce que en allant voir, on disait, hey, ça, on pensait qu'on l'avait réglé, dans notre dossier, c'est marqué que c'est réglé, mais en fin de compte, ce ne l'est pas, on le corrige, on s'est sauvé peut-être un presque accident, on s'est sauvé une autre situation. Donc, on a vraiment mobilisé beaucoup notre équipe de gestionnaires, de superviseurs, de chefs de groupe sur le plancher pour leur donner, on leur imprimait, là, puis s'ils ne voulaient pas le faire électroniquement, on imprimait la feuille avec « Voici les accidents que tu as eus dans ta section, voici les nouvelles actions qui ont été mises. » Va donc voir comment ça se passe sur le plancher. Si c'est réglé, là, on en réglait d'autres. Des fois, c'était parfait. Pas souvent, pas tout le temps, mais ça nous permettait vraiment de closer la boucle avec ça. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses à regarder? Ah, ici, il y a une main levée. Dans la méthode des 8 D, la dernière portion, c'était de Féliciter l'équipe. Oui, pour les actions correctives, mais de quelle façon on peut faire ça lorsqu'il y a eu un travailleur blessé et que le travailleur est en arrêt, puis qu'il y a comme toute la portion négative, je dirais, de la personne qui est blessée, alors que là, on doit féliciter pour les actions correctives? OK. C'est une excellente question. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, je vais la répéter. Comment qu'on fait pour vraiment prendre un moment pour féliciter, puis comme célébrer la correction, les actions correctives qui ont été mises en place quand l'employé est clairement potentiellement absente, en arrêt de travail pour une période indéterminée? Puis je sais que ça peut sembler contre-intuitif, là, puis je vous encourage à le faire quand même. Faites-le même si la travailleur ou le travailleur n'est pas là, parce que les gens qui restent, qui ont travaillé sur les actions correctives, c'est fort probablement des gens du département. C'est des gens qui vous donnent probablement de l'overtime pour couvrir l'absence de madame ou monsieur. C'est pas qu'on veut célébrer le fait qu'elle n'est pas là, c'est pas qu'on veut faire le party parce que Pierrette est en arrêt de travail pendant un mois. C'est pour dire en partie merci pour l'effort que vous avez mis, merci pour le supplément que vous nous donnez pour couvrir pour l'absence de Pierrette. Puis quand Pierrette, je l'ai peut-être dénommé encore, mais quand Pierrette va revenir, on va prendre du temps puis on va lui expliquer, hey, pendant ton absence, avec ton accident, on l'a pris comme opportunité d'aller régler ça. Puis oui, tout le monde dans ton équipe, on en donnait un petit peu plus pour couvrir pour toi, mais on est content de te revoir. Okay? Fait que célébrez quand même, parce que les gens qui sont là vous en donnent pour compenser. Puis il y a du négatif derrière ça, mais il faut commencer à focusser sur un petit peu plus de positif que l'accident, puis rester dans le négatif de. Fait que je sais que la première fois, ça va sembler weird. On est-tu vraiment en train de prendre un café avec une pause beigne quand Pierrette est à la maison? Oui, on va le faire quand même, parce que ceux qui restent sont encore là. Okay? D'autres questions? Ici. Oui? Je suis un peu ébranlé parce que moi, je ne fais pas mes enquêtes comme ça. Là. Mis à part les outils, j'utilise les outils, pas la méthode. OK.
tu formes un groupe, tu fais ton enquête en groupe, tes interviews, les témoins directs, tu ne fais pas ça en groupe. Non. Parce que tu n'as aucune information. Dans ce cas-là, les gens, ils ne parlent pas. Ils ne là. donneront pas. Non, non, absolument. OK, absolument. ça me rassure. OK, merci. Oui, on voyait bien, là, ici, monsieur, il y avait un gros point d'interrogation. C'est sûr que si on a des témoins de l'événement, on va les rencontrer en un à un. Oui, absolument. Je ne ferai pas ça en groupe. Monsieur amène un très bon point. Si vous faites une rencontre pour rencontrer un témoin, pour aller faire ressortir un peu d'informations, puis vous faites ça en gros groupe, la personne va se fermer comme une clame et elle ne dira rien. Absolument. Faites cette partie-là en individuel, petite rencontre, dans un calme, avec un élément de confiance là, pour que les gens s'ouvrent. Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment le reste. Là. Aller sur le plancher, prendre des photos, creuser, tout ça. Ça, oui. En groupe, ça fonctionne bien, mais des témoins, ce n'est pas la même game. Là. Absolument, absolument. Oui, vas-y. Oui, moi j'ai peut-être une question. Je suis loin d'être un spécialiste là, de l'enquête et d'analyse d'accidents, mais admettons que j'ai vu, si on veut trouver la cause racine, hein, c'est écrit la cause racine, considérant qu'il y a plus qu'une cause à un accident. Là. Est-ce que l'effet pervers, ça ne serait pas de dire on a trouvé la cause racine, on a fait notre job, alors qu'on a skippé différentes autres causes qui pourraient et qui vont influencer l'accident? Excellent point. Puis merci, Alain, parce que là, quand j'ai donné, là, quand on est rendu à la slide, parce que je l'ai mis en noir foncé, là, que c'est parce qu'elle ne voulait pas partager, elle ne voulait pas déplacer les outils des autres. Là. Tous les autres points, je m'excuse, mais j'apprécie que tu ramènes. Les autres points qui étaient notés, là, pas en gras, là, mais c'est toutes des causes secondaires. Okay? Donc, c'est important. J'espère que je réponds à la question. Quand vous sortez la cause racine, on ne peut pas se dire « OK, that's it, party, on a trouvé une, on l'a réglé, bingo, ciao, bye, les amis ». Si en cours de route, on a réalisé qu'en fin de compte, elle n'a pas passé sa formation, il faut l'adresser ça aussi. Puis si en cours de route de l'investigation, on se dit, en fin de compte, on n'a jamais bâti une formation pour ce sujet-là, puis c'est ressorti, bien, utilisez-le comme action préventive. Ça se peut, ça arrive très fréquemment qu'il y a une cause racine primaire, puis des causes secondaires. Sortez-les, les causes secondaires. On ne peut pas se fermer l'œil à ça puis dire, bien, il me semble que peut-être qu'il y a ça qui se passe, mais ça ne me tente pas trop de le gérer, ça ne me tente pas trop de le voir. Si ça sort dans la discussion, puis vous le voyez, absolument, on les gère, on les note, puis là, on va tomber dans des actions plus préventives. C'est important. Est-ce que ça répond à la question, Alain? Oui, ça répond, parce que parfois, ça pourrait toucher les pratiques de gestion, l'organisation du travail. Je reviens souvent à ça, mais c'est plus touché d'aller jouer là-dedans, tu comprends? Donc, juste que ce soit clair, parce que tant qu'on ne touche pas à ça, ben, ça risque de se reproduire. C'est ce que je veux dire. Absolument. Et c'est vrai que c'est un peu touché quand on tombe dans la gestion, puis la gestion, le visuel des gestionnaires, les méthodes de travail, là, on tombe dans une autre catégorie, mais il faut le gratter pareil, ce bobo-là. Il faut l'enlever la gale, puis la gratter pareil. Mais oui, c'est un peu touché. Ça nous amène à quelques minutes de la fin. Questions, commentaires? Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, merci.